Alors donc bonjour, je m'appelle Sam Léon, je suis originaire du Berry, j'habite Pouligny-Saint-Pierre depuis 2021. J'ai également vécu à Tours pour mes études de psychologie, puis 20 ans dans l'Eure-et-Loir. Alors j'écris depuis l'âge de 12-13 ans, d'abord des aphorismes, pensées sur la vie, la mort, l'amour, l'amitié, puis des poèmes. C'est le roman Le Lion de Joseph Kessel, à l'âge de 14 ans, qui m'a donné le goût de lire, car il m'a totalement permis de m'identifier à cette petite fille qui allait trouver refuge auprès d'un lion. J'ai participé à mon premier concours de poésie à l'âge de 19 ans et j'ai remporté la première mention en poésie classique. Vers 2006, je me suis inscrite sur des ateliers d'écriture sur Internet et cela m'a permis d'améliorer ma grammaire, ma conjugaison, en apprenant des livres comme Le français correct pour les nuls et Le Becherel. J'ai également testé l'atelier d'écriture en présentiel afin de vérifier si j'étais capable d'écrire devant des gens et en un temps imparti. En 2007, j'ai remporté la première place régionale d'un concours organisé par la Poste et pour lequel il fallait écrire un poème pour la Saint-Valentin. Avec une amie, notre nouvelle Simon Bérit était compté est arrivée 11e sur plus de 200 participants lors d'un concours sur le thème du voyage. De 2010 à 2012, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai proposé mes créations artistiques, pastel tendre, crochet, poterie. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs expositions de mes pastels, consacrées aux étangs de la Brenne, aux fleurs. Et avec mon binôme ici présent, nous proposons des expositions musicales, c'est-à-dire que je peins des acryliques sur sa musique, ou parfois c'est lui qui fait des musiques inspirées de mes toiles, et parfois aussi nous travaillons conjointement sur un thème ou un terme qui nous plaît. Nous avons proposé une exposition musicale fin avril à Pouligny-Saint-Pierre, et comme l'accueil des gens a été très favorable, nous avons prévu de recommencer chaque année à la même période, avec une nouvelle exposition à chaque fois. Vous pouvez découvrir ce que l'on fait sur notre chaîne YouTube intitulée Gossam Peinture Musique. Pour ma part, le 31 janvier dernier, j'ai publié mon premier roman, celui-ci, Les Mythes dans le placard, aux éditions La Route de la Soie. C'est un roman que j'ai écrit de 2008 à 2009. Il m'a pris environ 9 mois. Contrairement aux 3 autres romans que j'ai entamés et que je n'ai pas soit terminés, soit retravaillés. Les Mythes dans le placard parlent d'emprise mentale, de violence infantile à travers les thèmes basiques que sont la vie, la mort, l'amour, l'amitié. On y trouve aussi des interrogations sur le Père Noël, l'histoire, la politique, la télévision, les sectes. Mon personnage principal est un garçon qui va grandir dans une famille où il va subir du dénigrement à travers des phrases en apparence anodines, mais qui vont, à la longue, impacter ses choix professionnels et amoureux. Nous verrons de quelle façon et s'il va se tirer d'affaire et comment. C'est donc aux éditions La Route de la Soie que j'ai confié mon manuscrit qui a été préservé dans son intégralité. C'est grâce à la chaîne YouTube Méta de Choc, créée et animée par Elisabeth Fetty, que j'ai découvert cette maison d'édition. Alors, Méta de Choc, c'est une émission de métacognition, métacognition appliquée à soi-même, c'est-à-dire pourquoi je pense ce que je pense, sur des sujets tels que la spiritualité New Age, l'ostéopathie, le militantisme, l'éducation positive, la psychanalyse, etc., en recevant des experts ou des personnes qui viennent témoigner. Et certaines de ces interviews ont été publiées sous format papier par La Route de la Soie. Cette maison d'édition a vu le jour en 2017 et a été fondée par Sonia Bressler, docteure en philosophie et épistémologie. La Route de la Soie, elle connaît bien pour en avoir parcouru 8000 km. C'est grâce aux cours qu'elle donne à l'université dans la région parisienne qu'elle peut financer l'impression des livres qu'elle publie et qui bénéficient du même service de distribution que Gallimard, c'est-à-dire que vous pouvez vous procurer les ouvrages, essais, romans, recueils de poésie, pièces de théâtre, qui sont donc publiés à La Route de la Soie,
partout en librairie et sur les plateformes telles que Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Il est toutefois préférable de commander directement sur le site de la maison d'édition. Il faut savoir également que les livres sont imprimés à la demande, pour des raisons écologiques. J'ai grandement apprécié l'éthique de cette maison d'édition, axée sur le culturel et l'artistique. Elle a à cœur de faire se rencontrer des cultures, comme la route de la soie permettait les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Alors Sonia Bressler est également présidente de l'AFDU, AFFDU, Association française des femmes diplômées des universités, qui a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. Dans le collectif diplômé d'avril 2023, celui-ci consacré au bonheur, j'ai eu l'occasion de contribuer à travers mes cogitations sur le bonheur. Donc, je vais en lire un petit peu, peut-être tout. Il y a pas, voilà. C'était ma première contribution, alors j'ai pas fait grand-chose, mais voilà. Donc en fait, j'ai fait un petit essai qui s'appelle Réflexion sur le bonheur. J'ai écrit une lettre, donc un épistolaire où je m'adresse directement au bonheur, et puis un pamphlet sur le bonheur. Donc ça s'appelle Cogitation sur le bonheur. Donc, en tant qu'écrivain, j'ai choisi d'utiliser l'expression écrite à travers 3 styles littéraires différents afin d'explorer cette notion qu'est le bonheur. Tout d'abord, dans un petit essai, j'ai souhaité tirer un aperçu global et culturel de notre rapport au bonheur. Revenant au point de départ de ma réflexion, j'ai alors pris le parti de personnifier le bonheur et de m'adresser directement à lui dans un style épistolaire. Enfin, j'ai décidé de l'apostropher sous la forme d'un pamphlet où le rythme ternaire des vers permet à 3 voix distinctes de s'exprimer. Réflexion sur le bonheur. Ah, le bonheur, mais qu'est-ce donc que le bonheur ? N'y a-t-il pas autant de définitions de cette notion qu'il y a d'humains sur Terre ? Pour certains, c'est avoir beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est être libre de faire ce qu'ils veulent. Pour d'autres encore, c'est être en bonne santé. Voyons voir ce qu'en dit le dictionnaire. Le Robert nous dit bonheur, nom masculin, 1, chance, porte-bonheur, 2, état de pleine satisfaction, le bonheur d'aimer, 3, ce qui rend heureux. C'est un grand bonheur pour moi. Pour moi, en effet, le bonheur, c'est ce qui nous rend heureux. Cela s'exprime par des ressentis comme l'extase, la satisfaction, la plénitude, la complétude, la sensation d'entièreté. Cela comble nos besoins, nos manques. Cela s'exprime par une émotion agréable, telle que la joie. Cela nous transporte. Le bonheur peut être apporté par le fait d'avoir, de posséder, d'acquérir, avoir une grande maison. Il peut également être apporté par un état d'être, être en bonne santé. D'ailleurs, cet état ne proviendrait-il pas de l'obtention de l'objet de notre désir ? Le bonheur peut se quantifier par le nombre. Je suis heureux d'avoir plein d'amis. Il peut aussi se quantifier par l'intensité du ressenti. Je ressens un amour tellement puissant. Il y a des degrés au bonheur, du simple contentement à l'extase absolue. Le bonheur est une quête, comme le Graal. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de la quête du bonheur ? Derrière le bonheur se cache la croyance qu'avoir certaines choses ou qu'être dans certains états nous donnera ce bonheur. Il y a une attente, il y a une motivation, un objectif avec des étapes. C'est un cheminement. Je serai heureux quand j'aurai ceci ou cela, quand je serai comme ci ou comme cela. Il y a une projection dans le futur à partir d'une insatisfaction présente. Il y a une idéalisation de l'avenir par un non-contentement pour le présent. Il y a une volonté de vouloir mieux, plus, encore, toujours.
Il y a une exploitation du temps que l'on remplit vers cette obtention future du bonheur. Un rêve irréalisé qui nous stimule. Il y a cette course au bonheur, car le temps nous est compté. Et là, nous sommes dans le consumérisme, le matérialisme effréné. Et on se rend compte que tout ce temps à chercher le bonheur nous a fait passer à côté sans l'avoir vu, aveugle. Perception étriquée par l'œillère de nos idées préconçues de ce qu'est le bonheur. Alors peut-être que le bonheur est-il toujours là, présent, tout le temps. Il suffit de s'y concentrer, de s'y consacrer. Chaque pensée, chaque geste, chaque vision étant porteur de bonheur. Le fait même de vivre n'est-il pas le bonheur ? Cette capacité à sentir sa propre existence n'est-il pas le bonheur ? Et nous voilà dans une démarche mystique, spirituelle, voire religieuse. Il y a comme une obligation à être heureux puisque nous sommes en vie et que le bonheur est une forme de gratitude dans une inclinaison à cette vie qui nous est donnée. Cette recherche du bonheur peut entraîner de la culpabilité à ne pas se sentir heureux, à n'en avoir jamais assez, à ne pas assez méditer. De la honte aussi de ne pas correspondre à l'image que nous aimerions avoir de nous-mêmes ou que les autres ont de nous. La recherche du bonheur peut créer de l'évitement face aux situations, aux personnes qui entravent ce bonheur. Cela peut créer des phobies, cela peut créer des schémas comportementaux inadaptés. Le bonheur nous rend heureux, mais dès l'instant qu'on le cherche, il nous rend malheureux. Alors là, je passe à l'épistolaire, quelque part dans le centre de la France, le 29 décembre 2022. Cher bonheur, je t'écris aujourd'hui pour te dire ce que j'ai sur le cœur. Du plus loin que je me souvienne, je t'ai cherché sans te connaître. À peine né, je réclamais à grands cris ma pitance afin d'assouvir ma faim. Une fois repu, je pouvais dormir sereinement. Très vite, j'ai fait de toi ma quête. J'ai essayé de te trouver en toutes choses, et bien vite, je n'en ai plus eu assez. Il m'en a fallu toujours davantage, et toujours plus rapidement. Mon cher bonheur, tu es tellement délicieux. Tu nous séduis par des appâts alléchants. Tu nous attires pour soudain disparaître, comme tu es apparu, sans prévenir. Te souviens-tu de cette semaine de mai où, telle une cascade, tu as coulé à l'intérieur de moi, emplissant mon cœur d'une débordante allégresse? Ah, l'enivrante extase! J'avais une telle soif de toi. Aussi m'as-tu nourri généreusement. J'aurais tellement voulu que cela jamais ne cesse. D'ailleurs, je croyais que cela irait crescendo jusqu'à m'évanouir et me liquéfier en ton torrent. Jamais je n'aurais pu me lasser d'une telle grâce. Qu'avais-je bien pu faire pour mériter une telle offrande? Cette simple question m'a-t-il valu ton départ? Aurais-je dû me contenter de ta voluptueuse présence sans douter? Toujours est-il, du jour au lendemain, la cascade s'est tue, mon cœur s'est tari, et seul m'est restée une solitude amère. Qu'ai-je bien pu faire pour que tu désertes ainsi ma vie? N'étais-je plus assez bien pour toi? Malheureux bonheur, sache que je t'ai pleuré, parfois dans des sanglots de regret, souvent avec des larmes de rancœur. Je me suis sentie terrassée, anéantie. D'autres fois, je t'en ai voulu avec une colère foudroyante. Pourquoi m'alimenter aussi généreusement pour me priver aussi misérablement? Sans doute aurais-je préféré ne jamais te goûter. J'aurais ainsi pu t'idéaliser sans jamais que ton image en moi ne se ternisse. Tu aurais alors été un but jamais atteint qui m'aurait tenue droite, solide, en vie. Assez, tu es parti, soit. Eh bien, ne reviens plus. Reste où tu es, bonheur. Pamphlet sur le bonheur. Ô bonheur,
Toi que j'ai tant cherché, amant désespéré de douleur. Quelle était belle la promesse d'une grandiose volupté où disparaissent les faiblesses dans un soupir de félicité. Ô bonheur, toi que j'ai tant voulu, j'ai été si déçue de rancœur. Quelle était noble la parole de croire qu'en renforçant la foi, s'accompliraient les paraboles, car telle était ta divine loi. Ô bonheur, toi dont j'ai tant rêvé, à faire la veillée à toute heure. Quelle était glorieuse la vertu, comme un écho dans une église, d'unir en son seul sein tes élus, pour qu'enfin ils se réalisent. Ô bonheur, de tout cela, tu n'as rien tenu, ni promesse, parole, vertu, quel menteur. Nous avons vu que le bonheur pouvait s'appréhender de manière différente. Nous pouvons l'étudier comme un phénomène de société ou comme une relation plus intime contre lequel nous pouvons développer un lien sentimental dans lequel l'affect entre en jeu, dans un va-et-vient d'attraction et de répulsion, pour lequel nous pouvons nous prendre de passion, ou au contraire, contre lequel nous pouvons formuler des reproches vindicatifs. Le bonheur n'est donc pas sans susciter un sincère intérêt, de vives émotions, de profonds questionnements. Toutefois, restera-t-il toujours intangible ? Donc avant de vous présenter mon roman, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Sam et Léon officiel, j'ai fait des petits cartons, et sur ma chaîne YouTube, du côté de chez Sam 2703, où je partage certaines de mes chansons, des poèmes mis en musique et des chroniques littéraires que certains livres m'ont inspiré et que je lis dans un coin de la nature. Mais commençons par le commencement. Les mythes dans le placard. Donc je vais vous lire le prologue. Les mythes, MYTHES, musellent les libertés individuelles, aussi sûrement que les mythes, MITES, grignotent les vieux habits relégués dans des placards. Au-delà de leur homonymie, ces deux prédateurs partagent un autre point commun, l'invisibilité. Nul ne s'est jamais vanté d'avoir surpris ces lépidoptères et d'en fournir une description exacte. Les mythes, MYTHES, restent tout autant imperceptibles. Ce ne sont ni des insectes trop minuscules pour être discernables à l'œil nu, ni des objets. À défaut de les tenir dans la main, ils sont manipulables. Ce sont des mots qui, ajoutés les uns aux autres, forment des phrases et qui, liés entre eux, donnent du sens. On peut les astreindre à exprimer ce que l'on veut. Ainsi influence-t-on autrui en lui suggérant, de façon persuasive, la route à suivre. Les mythes MYTHES sont des formules implacables, des ordres, des obligations, qui ne tiennent compte ni de l'affect, ni du tempérament de l'être humain. Le mythe MYTHE revêt le costume du gentleman, superbe, élégant, distingué. Il inspire le respect de par sa stature impérieuse. Le mythe MYTHE se cache derrière le masque que l'on veut bien lui voir porter. C'est un caméléon qui se compose un visage de circonstance. Il est prétexte à la prétendue bonne conduite. Pour ne pas choquer en empêchant, il contraint. Ainsi n'est-il pas jugé castrateur en ne recourant pas à la forme négative. Au contraire, il pousse à l'action
Tu dois. Son caractère optimiste lui confère un rôle moteur. Il stimule. En réalité, il fourvoie. Néanmoins, ces deux monstres diffèrent en genre et en nombre. On parle souvent des mythes, M-I-T-E-S, qui, de sexe faible, agissent toujours en groupe. Les mythes ont abîmé ma jupe. Le mythe, M-Y-T-H-E, lui, de type masculin, singulier, n'a besoin de personne d'autre que de lui seul pour faire des ravages. Le mythe de Napoléon. Si jamais on ne les voit, on en constate invariablement les dégâts, des trous dans les tissus ou dans la personnalité, béances dans l'essence même de l'être ou de la chose. À l'instar des mythes, M-I-T-E-S, qui dévorent la kératine des vêtements, les mythes, M-Y-T-H-E-S, détruisent le moi, dégradation irrémédiable. Si contre les premiers la naphtaline existe, aucun hydrocarbure ne tient éloigné les seconds. Rien pour s'en protéger, sinon le courage de regarder au-delà des apparences, la clairvoyance et la capacité de recracher des idées préconçues, prémâchées, prédigérées. Aujourd'hui, sur les rives de mes 40 ans, je peux me flatter de m'être purgée de ces mythes, d'avoir eu la force de régurgiter ces idées préconçues, prémâchées, prédigérées, qu'on m'avait forcé à avaler, en ayant eu au préalable le courage de regarder au-delà des apparences et l'aptitude à voir distinctement, même si cela eut pour conséquence d'avoir à encaisser la ribambelle de mensonges auxquels on m'avait fait croire, tels des diablotins jaillissant de leur boîte et s'écrasant sur mon visage, stupeur de laquelle il fallut me relever. Cela ne s'est pas effectué en 1 minute, ni aisément. Ce fut un vaste et fastidieux voyage, un trajet jalonné de doutes, de désespoir, avec la tentation de rebrousser chemin. Je n'avais pas choisi l'allée la plus agréable, ni la plus fréquemment empruntée, comme au restaurant on commande le traditionnel steak frites. J'avais opté pour un plat dont les ingrédients m'étaient inconnus, non par zèle, mais par curiosité, pour découvrir ce que recèle un menu aux appellations sibyllines, pour m'inonder le palais d'un goût inédit. Ne plus me contenter de la fadeur de l'habituel, au risque d'être déçu, puis d'en faire une indigestion. Pourtant, aujourd'hui, parvenu au bout du parcours, je sais que les blessures n'ont pas été vaines, qu'elles m'ont initié à une connaissance du monde, elles m'ont rempli de moi, conception que je n'aurais pas acquise autrement. Avec le recul, la souffrance me paraît bien futile comparée à la paix gagnée. Qu'est-ce qui avait bien pu m'entraîner sur cette voie tortueuse plutôt que de me laisser tranquillement flâner au gré des saisons, où nulle tempête ne serait venue me faire tituber? Peut-être ai-je cette faculté de déceler le dérangeant, l'anormal, le malsain, que cela appartient à mes gènes, au même titre que la couleur de mes yeux ou la nature de mon sexe. C'est un processus complexe qui s'est nourri des miettes d'une éducation défectueuse afin de me permettre de poursuivre mon odyssée en appuyant le doigt sur des détails extérieurement insignifiants mais qui, inconsciemment, insidieusement, à l'abri des regards, ont causé des altérations considérables et à long terme. Qu'est-ce qui avait permis à des grains de sable de venir enrayer l'engrenage? Un signal d'alarme qui résonnait en moi, se manifestant par un pincement au cœur, une larme à l'œil, une puce à l'oreille qui me susurrait « attention danger » et qui avait jeté un trouble dans cet infernal conditionnement qui bouffait ma confiance en moi au fur et à mesure que je grandissais. Petit à petit, les mythes me sont apparus plus clairement, sans en connaître la nature,
tandis que j'avançais, indécis, sur le raidillon de la vie. Je me déplaçais à l'égal d'un aveugle qui ne sait ni où il va, ni même si ses pas le conduisent quelque part. Cependant, plus je progressais, plus les mythes se distinguaient nettement. C'est à 33 ans qu'ils se profilèrent devant moi et que je pus les nommer. C'est à 33 ans que je pris la décision la plus cruciale de toute mon existence. Je compris alors que les mythes se présentent sous forme de vérité universelle, sacrée, que l'on appelle devoir, obligation. Il est possible d'en découdre avec l'écheveau du mythe, à condition d'avoir trouvé l'extrémité du fil qui va favoriser son démêlage. Pour ceux qui l'utilisent, en abusent, ce terme est bien trop précieux, pédant, pour qu'ils en connaissent la véritable identité. Ces missionnaires se comportent à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, imitant bêtement une démarche zombiesque. Suivre le mouvement de la majorité, ainsi qu'une grosse vague soulevant une haleine de terreur et engloutissant la minorité, ceux qui arrachent les œillères, ceux qui écaillent le vernis, ceux qui bousculent l'ordre établi, ceux qui, comme moi, ne se contentent pas de la facilité, quoiqu'il faille s'égratigner et s'esquinter les ongles à gratter le sol aride pour exhumer une source de liberté à laquelle s'abreuver. Alors donc le personnage, il va passer, donc il va parler de son enfance. Donc c'est un homme, hein, c'est voilà, qui raconte l'histoire, le protagoniste. Donc il va passer en revue les différents mythes. Donc il va parler de sa mère, le regard de sa mère qui l'a profondément bouleversé au niveau de la sexualité. Il va parler de la tendance de son père à être mythomane, on va dire. Et donc, il va y avoir le mythe sur la mort et le mythe du Père Noël. Alors, si le premier mythe auquel je fus confrontée touchait au corps, le deuxième visait mes rêves, une autre part intime de ma personnalité. Comme tous les enfants, j'attendais Noël avec impatience. Dès le mois d'octobre, j'étais surexcitée. Pas seulement à cause des cadeaux que le gros bonhomme rouge allait m'apporter, mais aussi et surtout en raison des préparatifs de l'événement. La décoration du sapin et de la maisonnée, des invitations au réveillon, avec dans leur sillage son traîneau d'effluves de bois, d'épines et de clémentines, ainsi que sa farandole de couleurs, rouge, vert, or. Noël était une saison. Un véritable climat d'euphorie régnait dans l'habitation, à l'école, dans les rues, en tout lieu. Les années passant, Noël constitua un repère dans ma vie d'enfant. Autour de moi, à cette époque-là, tout le monde respectait les mêmes rituels. Néanmoins, cette répétition n'était en rien monotone. Au contraire, ces gestes me rassuraient, et je les accueillais avec émotion, puisqu'ils me prouvaient que la terre tournait toujours dans le bon sens, que l'existence suivait son cours, ritournelle d'une toupie. Vers 6 ans, j'en déduisis donc que rien ne pourrait altérer la venue de ces jours heureux, qu'ils reviendraient toujours, fidèles, identiques, persistants comme le résineux. Et chaque année, ma joie à l'approche des festivités ne se démentait pas. Quelle effervescence le soir du réveillon, lorsque nous recevions mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, une vingtaine de personnes. C'était la fête.
le déballage du précieux service en porcelaine, de la nourriture raffinée que ma mère cuisinait elle-même, des cascades de fruits de mer, de foie gras et autres entrées appétissantes, la traditionnelle dinde dodue et son assortiment de marrons, et pour finir la fameuse marquise au chocolat que ma marraine avait pour habitude de réclamer, sans oublier la salade et le copieux plateau de fromage. Un succulent festin. C'était Versailles en notre modeste demeure campagnarde. Et ça parlait, et ça riait, et nous, les enfants, nous chahutions, nous courions autour de la table pour digérer chaque bouchée et dégourdir nos gambettes ankylosées par l'immobilité imposée, alors qu'elles étaient boulimiques d'activité, malgré leur tardive. Ah, ce que j'aimais ces rassemblements conviviaux, pendant lesquels je me saoulais des lumières clignotantes des guirlandes du sapin, ce raffut de joyeux désordre, ces fumées d'agapes déversées sur les nappes qui perdaient, sans préliminaire, leur virginité dès que nous commencions à manger, surtout de notre côté, et spécialement pendant le dessert. Nos frimousses n'étaient plus celles d'enfants de cœur mis sur leur 31 pour l'occasion. Dentelle et soie pour les filles, chemises et pantalons de velours pour les garçons. Les tissus étaient froissés, les cheveux ébouriffés, les manches et les jupes relevées, les chaussures vernies expédiées à l'autre coin de la salle à manger. Même nos parents se débraillaient. L'école était ouverte, les boutons défaits. Les bedons repus avaient besoin d'espace. Notre bonheur s'épandait au-delà de nos vêtements, au-delà de notre corps, en une rougeur joufflue qui débordait de nos yeux. Les paupières se fermaient, autant de plaisir que sous l'appel du sommeil. Le bonheur fatigue vite. Brutalement, la terre, aussi estomaquée que moi, s'arrêta. Et dans un élan désespéré, désorienté, elle reprit sa route, en sens inverse. La terre avait perdu la boule, et moi, je ne comprenais plus rien. Mes parents et mes tantes et oncles s'étaient disputés. Mon père prétextait qu'ils avaient profité de lui et de son argent. Ma mère en avait assez que ma marraine se mêlât de ses affaires. L'amplitude de ma déception culmina aussi haut que la force de ma certitude. J'étais persuadée que Noël demeurerait toujours pareil, et je m'apercevais qu'il n'en était rien. À 10 ans, Noël n'eut plus les mêmes couleurs. C'était toujours du rouge, du vert et de l'or, mais leur éclat s'était fané, ridé, terni par la tristesse qui m'étreignait et déteignait sur les endroits où mes pupilles se posaient. À cette époque, un autre cataclysme eut au fait de m'achever. Le Père Noël n'existait pas. Il est vrai que je n'étais pas bien précoce pour croire encore à mon âge à ce joli conte. Pourtant, j'avais canalisé mon énergie pour ne pas le savoir, pour être mise au courant le plus tard possible. Pas que j'ai eu peur de ne plus être gâtée, comme dans certaines familles où connaître le secret allait de pair avec des souliers vides. J'avais reculé au maximum l'échéance. Néanmoins, il était l'heure pour moi d'ouvrir les yeux. Le choc fut rude, car de père, j'en avais un cruel besoin. Pour Noël et sa magie, rien ne changerait. Mes cadeaux m'attendraient toujours le 25 au matin au pied du sapin. Mais savoir que ce Père Noël était bidou, cela me paraissait odieux. Un mensonge des adultes pour soumettre les enfants. Si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Et apprendre que mes parents étaient les donateurs de tous les paquets que j'avais reçus rendait ma hâte amère. Ils m'avaient menti. Jusque-là, Noël n'avait pas été qu'une gentille histoire qu'on relate aux enfants. J'avais réellement imaginé un autre monde, là où vit le Père Noël entouré de ses lutins. Une grande forêt enneigée au milieu de laquelle une immense chaumière usine toute l'année afin de confectionner gracieusement les jouets dont la liste était envoyée par les enfants, avec son système de tri postal, pour organiser sérieusement la distribution auprès de ceux qui avaient été sages,
et même de ceux qui n'avaient pas été. Cette générosité n'était donc qu'un leurre. Certains enfants ne recevaient alors rien, car leurs parents trop pauvres. L'injustice me giflait au passage. Une avalanche de désillusions s'abattit sur moi cet hiver-là. Mes rêves d'enfant furent catapultés et aussitôt remplacés par une image qui date de plus de 20 ans, mais de laquelle je me souviens, comme si je l'avais fixée la veille. Mon père, ma mère et moi avions passé un Noël ennuyeux. Éteints les cris des cousins et les conversations animées des oncles et tantes. Les programmes télévisés avaient supplanté le silence de cette morne soirée. Au moment d'aller au lit, j'étais redescendue pour embrasser ma mère. Là, dans le couloir, un courant d'air soulève le rideau de la porte d'entrée, d'où un homme, en cagoule kaki, jaillit les bras chargés de paquets colorés. La célébrité du Père Noël vole en éclats avec les pans rouges sang du tissu, telle la muleta de ce torero inconnu. Le légendaire vieux bonhomme est terrassé et agonise au fond de mon cœur. Tirez le rideau, il n'y a plus rien à voir. Le Père Noël est-il cette caricature militaire ? Je comprends vite que l'intrus n'est autre que mon père, et je préférerais un Père Noël en treillis que pas de Père Noël du tout. Je ne dis rien, je monte me coucher. 4 ans plus tard, pendant un de nos sinistres réveillons, je repensais à ce que ma mère avait déclaré quelques semaines auparavant à l'une de mes tantes qu'elle continuait à fréquenter. Je préfère que mon fils fume devant moi plutôt que de fumer n'importe quoi en cachette. Encouragée par la confiance qu'un petit apéritif avait grisé, je prévins ma mère que j'avais une faveur à lui demander en fin de repas. Obnubilée par cette chose que j'avais à quémander, à retourner ma sollicitation dans tous les sens afin de la formuler le plus clairement possible, le dîner passa très vite. Enfin, ma mère se leva de table pour aller chercher le dessert dans la cuisine. Je la suivis. Devant le frigidaire, je lui exposai mon souhait. Tu as dit l'autre jour que tu préférais que je fume devant toi plutôt que dans ton dos. Voilà, est-ce que je peux prendre une cigarette après le dessert ? Ma mère attrapa le gâteau glacé, fit claquer la porte du compartiment congélateur et retourna, telle une furie, à table. On aurait pu croire que la glace avait attrapé un coup de sourd et qu'elle était en train de fondre. Alors la véritable raison éclata vivement dans l'air. Toi, tu oses me demander de fumer ? Toi, t'abaisser à la même chose que les autres que tu critiquais il n'y a pas si longtemps ? Je me souviens que tu disais même le tabac ça pue et c'est trop nul, déclama-t-elle en essayant d'imiter ma voix qui était en pleine mue, le dessert tournoyant au-dessus de nos têtes au gré de la tempête déchaînée par ma mère et pointée vers moi lorsqu'elle scandait ses toits accusateurs. En plus d'être privée de cigarettes, je n'aurais pas non plus de glace, mon mets favori, si ma mère ne se décidait pas à poser la boîte sur la table. Mon père regardait la danse endiablée du vacherin, puis dirigea son attention vers la télévision. Comme d'habitude, il n'avait rien à dire. D'ailleurs, qu'aurait-il eu à ajouter, lui qui fumait autant qu'une raffinerie ? Nous pûmes tout de même manger notre part de gâteau, quelque peu secoué par son raid aérien, accompagné du téléviseur qui recouvrait la gêne occasionnée par cet énième affrontement entre ma mère et moi. Il ne neigea plus par la fenêtre de Noël. Le paysage demeurait pareil à ceux des autres jours, rien de particulier. Terminée l'euphorie des années écoulées. Mon cœur était de glace. J'y eus bien froid, mes sentiments givrés, et aucune flamme auprès de laquelle les revigorer. Ensuite, donc il va grandir et il va poursuivre ses études, donc il va partir
de la maison familiale. Et donc, il va aller faire ses études à Tours. Et donc là, il va voir la différence entre le fait de vivre chez lui et d'avoir un peu plus de liberté en tant que jeune adulte. Chapitre 17, les jeux de rôle. Si jusque-là, j'avais été un élève assidu, je n'en faisais désormais plus qu'à ma tête. J'assistais aux cours qui me passionnaient. Les travaux pratiques, en l'occurrence, où nous faisions des expériences. Les cours théoriques retenaient moins mon attention. J'y participais de plus en plus rarement, surtout depuis que j'avais besoin de dormir le jour pour compenser un manque de sommeil dû à mes pérégrinations nocturnes. Toutes les nuits, j'effectuais de longs périples à travers le temps, sans l'aide des élucubrations de mon père. Je respectais malgré tout les recommandations de ma mère en ne traînant pas par monts et par vaux à travers la grande ville de Tours, puisque je connaissais 1000 aventures en ne bougeant pas de ma place. J'étais devenue un adepte des jeux de rôle. Cette activité m'était totalement inconnue avant d'arriver dans cette cité universitaire. C'est Simon, mon voisin de chambre, qui m'y convia. J'étais curieux de voir en quoi cela consistait, parce qu'a priori, à son écoute, ce divertissement n'avait rien de subjugant. Par la suite, je comprendrai que Simon était un jeune homme plutôt timide, qui ne s'enthousiasmait guère facilement. Néanmoins, n'ayant rien de mieux à faire, sinon regarder la télévision, le programme déterminé d'avance, alors que j'aimais zapper, passer d'une chaîne à l'autre, ce qui aurait irrité l'assemblée, je décidai d'aller faire un tour dans la salle réservée aux jeux de rôle. C'était un grand espace aux murs blancs gras de jambon, un blanc huileux, sale. Au centre de la pièce trônait une table ovale, couleur beige, au milieu de laquelle était réparti un plateau et des dés de toutes les couleurs et de toutes les formes. Je n'en avais jamais autant vu, ne sachant pas qu'il en existait une telle variété, à part le traditionnel cube à 6 faces. On aurait dit des berlingots, des feuilles, des crayons de papier et des gommes, ainsi que des pots de yaourt en verre, vides, et des coquilles Saint-Jacques, en guise de cendrier, étaient disposées sur la surface plane. Des chaises dépareillées, rouges, jaunes, bleues, les mêmes que celles de la salle télé, entouraient la table et attendaient que des fessiers viennent s'y poser. Une cafetière dans un coin de la salle fumait comme une locomotive et répandait une odeur suave. Dès que j'entrai, Simon, qui m'avait aperçu, s'approcha de moi, un sourire aux lèvres, sans doute heureux de ma présence. Il me présenta à ses camarades. Nous étions 8. Je me demandais si nous étions suffisamment nombreux. En fait, 7 seulement d'entre nous participeraient, le 8e incarnant le maître de jeu ou meugeux de son surnom. Il se plaçait en bout de table et supervisait le bon déroulement des opérations. De lui dépendaient les situations dans lesquelles nous serions plongés en plein Moyen-Âge. D'abord, il me fallait établir la fiche de mon personnage. Suivant le score que j'obtiendrais avec les dés, je serais humain, nain, troll, orc. Le hasard me désigna elfe. Il fallait ensuite tirer au sort ma classe ou mon métier. Mage, guerrier, paladin, barde. Ce fut chasseur. Pour finir, je lançai une dernière fois les dés afin de connaître mon niveau dans chacune des capacités du personnage. Des points étaient ajoutés ou retirés, bonus ou malus, selon la compétence par rapport à la race. Un elfe a une dextérité plus grande que celle d'un orc, chaque espèce possédant des talents et des lacunes. Avec les 6 autres joueurs, nous formions une équipe et devions combattre une guilde de voleurs. Se trouveraient également sur notre passage des zombies, des dragons, des beholders. Nous avions des armes pour nous défendre, hallebardes, cimeterres, dagues, et des pouvoirs magiques, traits de l'ombre, pluie de glace, boules de feu, pour contrer ces ignobles créatures. Je fus très vite happé par le caractère excitant du jeu, et je compris rapidement à quoi servait le café, à nous maintenir éveillés toute la nuit.
Une fois absorbés, nous ne pouvions plus décrocher de cette passionnante distraction. Oubliez l'inconfort des chaises en plastique. Quand une action était en cours, l'affrontement avec un assaillant par exemple, il fallait aller au bout de la rencontre. Cela pouvait durer plus ou moins longtemps, les dés ordonnant la force de nos attaques. Parfois notre arme pouvait se briser, parfois nous pouvions être blessés ou même mourir lorsque nos points de vie atteignaient 0. Nous nous guérissions alors avec des potions ou étions ressuscités par un sort, à condition que le mage l'eût réussi. J'avais réellement l'impression d'être dans la peau de cet elfe, de prendre et de rendre chaque coup, et d'être solidaire de ma troupe. Nos missions nous emmenaient à l'intérieur de villes dont nous reproduisions le plan pour nous orienter, afin d'éviter de tourner en rond et de découvrir les passages secrets. D'autres fois, nous violions l'antre de château à la recherche de nouveaux indices nous rapprochant de la quête finale. Nous interrogions les voyageurs qui croisaient notre route et les habitants des bourgs dans lesquels nous pénétrions, interprétés temporairement par le maître de jeu. Il fallait pouvoir s'imaginer les scènes comme véridiques, agir comme dans la réalité, se nourrir, se reposer. Nous étions dans un autre monde où notre seule préoccupation se résumait à rester en vie. Dans l'instant présent, il nous fallait ne pas nous endormir. Nous buvions café sur café, et quel café! Il était tellement fort que la petite cuillère se mettait au garde à vous dans la timbale en plastique. Un café qui tenait au corps. Pas un de ces jus de chaussettes immondes de nos voisins anglais. Nous fumions cigarette sur cigarette, dont la fumée enveloppait la salle d'un brouillard digne de ces forêts maléfiques que nous traversions dans nos parties et duquel jaillissaient des morts-vivants ou autres ennemis suspects qu'il nous fallait terrasser. Moi qui n'avais jamais bu de ce breuvage, moi qui n'avais fumé que parcimonieusement, moi qui n'avais plus ma mère pour me chaperonner, j'imitais mes camarades et m'abandonnais au plaisir de mon âge. J'appartenais désormais à un clan. Je n'étais plus ce garçon anormal, cet être différent, le bouc émissaire. J'avais laissé mon passé et sa malle de souffrance derrière moi. Je les embrochais durant les batailles que mes acolytes et moi engagions, mes souffrances prenant le visage de l'adversaire que je vainquais, avec la sensation de me libérer un peu plus de mes fers. Voilà. Donc là, ce sont 3 étapes de la vie du jeune homme, c'est ça? 3 chapitres. 3 chapitres. Ouais, il y a le prologue, et puis il y a un des mythes qui est le Père Noël, et puis après, il y a la suite de son parcours. En fait, il va raconter... Comment? Il y a toute sa vie, là, c'est ça, non? Il n'y a pas toute sa vie, parce que ça s'arrête quand il a à peu près 40 ans. Voilà. Il y a tout, après, il y a tout le... Il y a tout, enfin après, donc il est dans cette université, il va rencontrer l'amour, et puis avec tout ce qui s'ensuit, et il va s'apercevoir en fait qu'il va pas bien, il comprend pas pourquoi. Donc il va faire tout un cheminement auprès de sophrologie, psychologie, et jusqu'au jour où il va comprendre. Voilà, il va avoir un des thérapeutes qui va lui dire un truc qui va comme une révélation, et voilà. Et après, il est prévu une suite. Enfin, c'était pas prévu, mais maintenant, puisque je l'ai écrit en 2008, alors du coup, il y a matière. C'est quelqu'un que vous avez connu ou c'est quelqu'un que vous avez... C'est un roman d'autofiction, c'est-à-dire que il y a un mélange de ma vie, un mélange de la vie de mon frère, et puis des choses qu'on rajoute pour que ça colle. L'expérience de la vie, quoi, d'accrocher à quelqu'un. Ouais. C'est bien. Et normalement, il est prévu une suite. Le personnage va... dans la vie, on peut croire qu'on s'en sort, et puis au final, il se passe des choses, et on se dit « Ah mince, en fait, non, pas tant que ça ». Et donc, le personnage va tomber dans la spiritualité New Age. Voilà. Spiritualité de... New Age. Ah, New Age. Ouais.
nouvelle pensée, la spiritualité New Age, en fait, c'est toutes ces choses, les médecines alternatives, Reiki, toutes les croyances en la pensée positive, la loi d'attraction. La dame dont je parlais, Elisabeth Fetty, que j'ai découvert, parce que moi j'ai passé 8 ans dans le New Age, donc on ne peut pas dire que c'est une secte, parce qu'il n'y a pas un gourou comme il pourrait y avoir dans des groupes vraiment sectaires où il y a un grand et puis comme par exemple les témoins de Jéhovah ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment, on peut être tous gourous parce qu'on véhicule des petites idées en disant ouais, la loi d'attraction, c'est la croyance que nos pensées sont créatrices. C'est un courant de pensée, quoi. Oui, c'est un courant de pensée qui date du 19e siècle. C'est pas si vieux que ça en fait, et ça vient des États-Unis. Et c'est en fait New Age, ils prennent dans du bouddhisme, dans la religion chrétienne, ils prennent partout, et puis ils mélangent à leur sauce comme ça les arrange. Et puis alors, on pourrait croire que c'est pas. Maintenant, c'est partout en fait. C'est très lié au développement personnel. Et ça, vraiment, ça a un impact dans tous les milieux de la vie, vraiment. Même au milieu du monde du travail. Moi, j'en ai entendu parler au niveau artistique. C'est-à-dire, alors. Je sais pas, des artistes qui se disaient New Age. D'accord. Et ils font quoi? S'ils sont New Age, ils font partie du truc. Ça peut être des gens qui canalisent. Ça peut être des gens qui canalisent des choses, qui disent que ça vient des annales akashiques ou d'une entité. C'est des gens qui croient en l'invisible, qu'il y aurait quelque chose dans l'invisible. Et qui l'exprimeraient artistiquement. Alors, je dirais que c'est pas le plus grave, parce que c'est pas le plus grave, parce qu'à la limite, c'est un peu, moi, à travers mes peintures, j'ai beaucoup mes peintures par vision. Je vois des trucs. Mais c'est l'imaginaire, quoi, voilà. Quand j'étais dans le New Age, oui, je pensais que j'étais connectée à des entités. Donc, il y a des gens qui croient en Dieu. Je dirais qu'après, on a chacun ses croyances. Le problème, c'est que la croyance en elle-même n'est pas un problème. Le problème, c'est quand vous dirigez toute votre vie en fonction de ça. C'est, vous voyez un truc, ah, c'est un signe. Voilà, moi je voyais des signes partout et ma vie était dirigée en fonction de mes signes. Donc je vais plus parler à telle personne parce que c'est que des interprétations. Donc c'est voilà, et vous n'avez plus, vous ne croyez plus. Il y a plus de libre arbitre un peu. Alors je suis pas sûre qu'on ait du libre arbitre en philosophie ou même en psychologie. Ils sont pas certains de ça, mais en tout cas on a quand même des choix. Quand même. On a quand même le choix. Oui. Après, ça dépend ce qu'on appelle libre arbitre, je dirais. Non, mais je veux dire, s'il faut attendre toujours un signe pour rentrer en contact, on est un peu. Ah oui, mais quand on est là-dedans, on en voit partout des signes. Chaque chose est un signe au final. Le moindre truc, vous faites tomber votre livre, ah ça y est, mon livre, non, il ne faut pas que je le publie, il n'est pas bon, il est tombé. Ça peut être ça. Hein, j'ai renversé mon chocolat, voilà. C'est un signe. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des. Je ne sais plus comment ils disent, mais. Donc voilà, c'est là où c'est problématique. Donc moi j'ai passé 8 ans là-dedans, je me suis déconvertie, ça a été très dur. Je ne suis pas certaine d'être totalement déconvertie d'ailleurs, mais je dirais que bon, il y a plein de choses que j'ai virées quand même, parce que j'utilisais des pendules, j'ai fait du Reiki. Alors le Reiki c'est une médecine alternative, on a de l'énergie, parce que évidemment, si moi je me suis mise à méditer beaucoup, donc quand on médite, on sent des choses. Et c'est physiologique, hein, il y a le sang qui circule, je veux dire, c'est biologique, il n'y a rien d'extraordinaire, mais là on a la croyance que si vous sentez des choses dans vos mains, vous êtes forcément guérisseur. C'est votre mission de vie, c'est votre destin. Donc vous faites des initiations Reiki qui sont pas gratuites, hein, faut pas rêver. Et donc il y a des maîtres Reiki pour ça. Donc premier degré, deuxième degré, Reiki machin bidule truc, Reiki Shambhala, Reiki Karuna, Reiki.
Enfin voilà, vous avez une liste après de Reiki qui est phénoménale, donc ça s'ajoute et ça s'ajoute. Et il y a, voilà, et ben, vous apprenez à utiliser vos mains avec les chakras, toutes ces histoires de chakras. Alors vous mettez les mains, le chakra, machin, tac, 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 et avec les couleurs, les trucs. Donc vous n'allez plus voir les médecins, parce que la médecine normale, c'est de la connerie. Ils savent rien. Voilà, ils savent rien, vous savez mieux. Et vous êtes dans la tradition. C'est comme ça que je parlais. Moi, à l'époque, je parle plus comme ça. Mais, je veux dire, c'est comme ça que voilà. C'est ce qu'on croit vraiment fortement. Et donc, on revient à ce qu'on appelle la tradition, la médecine chinoise, les choses comme ça. Donc, le New Age, c'est un mélange de tout, ce bazar. Sans forcément rester dans quelque chose de... Parce que bon, quand on prend, après on est pour ou contre les religions, il y a quand même un cadre, alors que là, il n'y a plus de cadre du tout. C'est des incohérences en permanence. Et puis au bout d'un moment, quand même, alors le cerveau, alors maintenant je m'intéresse aux neurosciences, et j'ai une base, hein, j'ai une maîtrise de psychologie, donc j'ai longtemps délaissé la psychologie. Et donc là, j'y reviens depuis, je sais pas, un an, à peu près 1 an, 2 ans. Et en 20 ans, là, ça a explosé, vraiment, la psychologie. Il y a vraiment ça bouge, mais dans le bon sens. La psychanalyse a dégagé. Il n'y a vraiment plus qu'en France et en Argentine, la psychanalyse, elle est encore étudiée. Moi, j'ai fait ma maîtrise de psycho à la faculté de Tours. C'est Freud. Beaucoup de psychanalyse. Et au final, on s'aperçoit que... et puis on nous dit bien, les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est de la crotte. Ça va faire un déplacement. Par exemple, quand on a une phobie, on fait des thérapies cognitivo-comportementales où on apprend. Ça passe par le comportement, le cognitif, donc la pensée et le comportement. Donc c'est par l'action, par le comportement qu'on change des choses. Par la pensée aussi, mais ça c'est pareil, ils sont en train de se dire, ouais, ça dépend. C'est juste après observer ses pensées et se dire, ben oui, mais j'ai pas de preuve, en fait, je pense que je suis nulle, mais est-ce que je suis vraiment nulle? Ben non, j'arrive quand même à faire des choses, donc c'est là où il y a une rééducation au niveau cognitif et comportemental. Et donc, eh ben, moi, j'ai appris que les TCC, c'était de la merde, hein, pour le dire vite fait, qui créait un déplacement. C'est-à-dire, vous faites beaucoup ça, par exemple, pour les phobies. Et ben, on va dire, ah bah ouais, vous n'allez plus avoir cette phobie, mais ça fait un déplacement, c'est-à-dire que vous allez développer une autre phobie. Alors, oui, mais ce qui se passe, c'est que bah, quand vous commencez à travailler sur un truc, à dézinguer un truc, eh ben, y a d'autres trucs qui vont vouloir être qui vont apparaître, parce que vous allez être dans ce cheminement, enfin dans ce processus. Donc il va vous apparaître d'autres choses. C'est pas que vous créez autre chose, c'est juste que petit à petit. Et du coup, vous ne pensez pas que les mythes, justement, c'est fait pour nous donner une base, même si elle est pas super bien parce qu'elle est pleine de nos croyances plutôt judéo-chrétiennes dans notre société, mais d'un autre côté, ça nous donne une base, ça empêche certains de partir dans des directions complètement hallucinées. Ah ben, vous voyez pas que c'est comme pour moi les mythes, c'est comme, enfin de toute façon c'est des religions tombées en désuétude, mais pour moi c'est un cadre. Ça me choque pas plus que ça qu'on donne les mythes aux enfants, qu'on leur apprenne les mythes. Il y a aussi tout ce qui est mythes pour expliquer la nature qui sont vraiment plutôt bien en fait, parce qu'en fait ça prouve que l'homme, quand il n'a pas de réponse, bah, il cherche une réponse dans son imagination, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Tout dépend. Au lieu d'avoir peur, dans tous les écrits, il y a le déluge, que ce soit dans la Bible, que ce soit en Inde, que ce soit... la Bible est expliquée sur plein de mythes. Enfin, le déluge est expliqué sur plein de mythes. C'est parce que l'homme a eu peur, il n'a pas su expliquer, donc il a bien fallu qu'il trouve une solution avec son imagination. Je trouve que c'est pas si dangereux que ça. Non, mais par rapport à ce que vous disiez au tout début dans le problème. Ouais. Je trouve que c'est pas... Alors, tout dépend ce qu'on en fait. Mais oui, voilà. C'est ça. Mais en fait, évidemment, quand on a un gars comme Hitler qui fait que le mythe de l'homme blanc c'est meilleur, là ça pose problème. Voilà. Mais quand on dit à un enfant que finalement tuer son voisin pour obtenir ce qu'il n'a pas,
c'est peut-être la meilleure façon de faire, je trouve que c'est plutôt pas mal. Non? Tuer son voisin pour obtenir ce qu'il n'a pas. Ce qu'il a. Bah, dans la tu ne tueras point, dans tous les mythes, on a le fait de ne pas tuer un autre homme pour obtenir ce qu'il avait. C'est assez standard en fait, dans toutes nos croyances. C'est assez standard qu'on ne tue pas son voisin pour être mieux que lui. C'est un truc qui est un peu fondateur. Du coup, ça c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, on ne peut pas faire calquer sa vie sur les mythes. Mais alors, actuellement, justement, par rapport au New Age, parce qu'il y a la Mivilude, ça a été créé interministériel et tout ça, on s'aperçoit que justement, avec ce qui s'est passé, le Covid et la guerre en Ukraine, nous, dans nos sociétés occidentales, où on se croyait très protégés, on en a pris pour notre grade, quoi, on peut dire. Oui, mais je vois pas en quoi ça empêche. Alors, le Père Noël, c'est pareil, je vois pas le mal. Moi, je l'ai pas bien vécu, hein. Parce que oui, on l'a pas bien vécu, mais moi, je vois pas le mal si après il y a le discours qu'il a avec. Enfin, je veux dire, c'est un mensonge, mais enfin, je veux dire, je trouve que c'est. Mais ça peut être joli. Enfin, je veux dire, après, tout dépend comment les enfants. Après, là, quand même, le personnage, lui, s'en prend plein la tête du début jusqu'à. Voilà. Ça veut pas dire qu'on doit jeter tous les mythes à la poubelle. Non, mais même le mythe de l'Iliade, enfin, j'ai pas encore lu, hein, Ulysse et tout ça, mais bon, je voyais sur France 3, là, Ulysse 31, tout ça. Et c'est vrai que ça peut donner une fin. Quand on voit, après ça rejoint la philosophie stoïcienne et tout ça, ça donne un cadre et ça donne... Ah oui, mais ça, c'est pas du tout. Et justement, par rapport au New Age, ils s'aperçoivent que les gens, avec le Covid, la guerre en Ukraine, ils perdent repères. Ils sont complètement paumés. Bon, surtout dans nos sociétés à nous. Donc, et puis comme ils se détachent de la religion, parce qu'il y a eu des problèmes avec la religion, je veux dire les croisades, les guerres de religion, on ne peut pas dire que ça soit top, avec les problèmes de pédocriminalité. Bon, et donc les gens s'éloignent de la religion, et comme ils ont, ça c'est humain, alors quand on étudie les neurosciences, Albert Moukébert s'intéresse, Albert Moukébert est un chercheur, psychologue, neuroscientifique, psychoclinicien, qui a fait sa thèse sur les phobies, anxiété sociale, et qui s'intéresse à tout ce qui est opinion, croyance, pourquoi on croit ce qu'on croit, il est en plein dans la métacognition, et on s'aperçoit que le cerveau a besoin de croire, et puis qu'il croit plus facilement les fake news que les trucs vrais. Parce qu'il va vers ce qui l'arrange, parce que c'est plus facile, et parce que c'est comme ça, en fait, pour notre survie que le cerveau fonctionne. Une question de rapidité. Donc, voilà. C'est plus facile de croire en une fake news, et c'est plus facile de créer une fake news, parce que c'est ça le New Age. Il n'y a pas de hasard. C'est tout. C'est des pensées toutes. C'est ça, en fait, dans mon livre, c'est surtout les pensées toutes faites. Oui. Voilà, les pensées toutes faites. Ces phrases qu'on entend, moi j'entendais, ma mère disait, l'homosexualité c'est passer à la vie. Pof, allez, paf. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas d'esprit critique. C'est figé. Et le problème, c'est que, c'est que notre cerveau, il adore ça. Parce qu'on lui apporte un truc tout cru, vite fait, il n'y a pas de démonstration, et le cerveau, comme il fonctionne avec des heuristiques, donc des raccourcis, des choses rapides pour sa survie, il fonctionne comme ça dans tout. Et le truc, c'est qu'il va gober toutes ces phrases sans chercher, sans faire preuve. L'esprit critique n'est pas quelque chose d'inné, donc c'est pour ça que maintenant il y a de l'esprit critique dans les universités et tout ça, où il n'y en avait pas avant. Même le plus jeune âge, normalement, on essaie. Même au collège, on essaye de leur dire. Justement, avec les mythes, on essaye de leur montrer que vu que toutes les religions en parlent, par exemple, je disais, forcément, il s'est passé quelque chose, mais il ne s'est peut-être pas passé quelque chose comme on nous le raconte. Oui, voilà. On n'a peut-être pas eu Noé avec son arche et tout ça. On explique aussi. Enfin, je pense que c'est fondateur aussi justement d'esprit critique. On peut partir des mythes en leur disant, oui, mais faut pas croire n'importe quoi, et ça explique des choses qu'on n'avait pas les compétences scientifiques peut-être d'expliquer à l'époque. Ouais. Et du coup, je pense qu'ils sont plus à même à réfléchir après à ce qu'ils voient.
à ce qu'ils voient tout cru, justement. En Ouais. fait, oui, le problème, c'est qu'on a des générations qui gomment tout, mais en fait, le but, c'est aussi de les éduquer, enfin, d'éduquer tout le monde. Mais alors après, c'est pas qu'une question de génération, parce qu'ils ont vu par rapport à l'emprise mentale, dérive sectaire et tout, ça concerne tout le monde. Hein. C'est pas les gens débiles. Non, Ça concerne tout le monde. Moi, j'ai un bac plus 4, je me suis fait avoir. Donc, voilà. Et j'avais pas l'esprit critique, j'y connaissais rien du tout. Pourtant, voilà, j'avais appris un petit peu les expérimentations en psychologie. On a fait un petit peu avec les souris, le protocole, machin. Mais voilà. Et moi, j'ai fait ça. J'ai eu ma maîtrise en 97. Donc voilà. Alors que là, on voit quand même que, ouais, il y a une grande avancée au niveau de la psychologie. Mais on est surinformé avec les réseaux sociaux. On peut tous créer une chaîne YouTube et raconter n'importe quoi dessus. C'est ce que je fais. Et ça marche. Ah ben ça marche. Ah, ça marche super. Et les gens se font de la thune. Il y a des États comblés aux États-Unis qui croient que la Terre est plate. Oui, encore. Et que la jeunesse, il n'y a pas de jeunesse, ça s'est fait, on s'est créé en Ouais. un jour, en un seul bout. Donc là, ça fait peur, hein, moi, personnellement. Oui. Je me dis, mais qui c'est qu'ils ont été à quelle école, ces gens-là? Que faisaient leurs parents? Ils vivent dans quoi? C'est effarant. Ah oui, c'est effarant. Et là, même les jeunes, parce que là, il y a une remontée en puissance de l'astrologie. Voilà. Et donc... Parce qu'ils ont désespérément besoin de croire. Oui. Mais on a besoin d'être... Alors après, il y a plein de choses pour lesquelles on tombe dans ces choses-là. Moi, j'avais besoin de sécuriser. Après, la TCC permet en fait de revenir à c'est quoi mon besoin fondamental. Donc, le besoin fondamental, ça peut être la spontanéité, ça peut être la sécurité, ça peut être le besoin d'être aimé, ça peut être... moi, c'était la sécurité. J'avais besoin de sécurité. Et le fait d'avoir des réponses à mes questions par rapport à la mort, notamment, ah bah là, c'était super. Hein. Alors là, c'est clair qu'on est en grande souffrance, d'avoir une réponse toute faite qui nous tombe comme ça, c'est hyper rassurant. Ouais. Mais alors, c'est rassurant, ça c'est pareil. Et alors, le truc, c'est que ça paraît anodin et ça paraît pas dangereux, mais moi j'ai beaucoup médité, je suis tombée dans des états de transe, d'extase, sans drogue, hein. J'ai jamais touché à ça, j'avais pas besoin. Et ça fait un truc sur le corps. Maintenant, je peux plus méditer. Mon corps, il a réagi comme si j'étais en surdose. Donc, méditation de pleine conscience, attention aussi. Mais pour revenir à ce que vous dites, ce que vous disiez sur le platisme, les gens qui croient à la Terre plate, en fait, ça vient du fait que des fois, les gouvernements, où il y a des choses où ils ont menti au peuple, enfin, à la population, sur des choses, et ça s'est avéré, les mensonges ont été découverts. Et après, du coup, ça permet à une certaine frange de dire oui, on vous a menti pour ça, donc on vous a menti pour ça. Ouais, tout à fait. Et après, on en arrive à des aberrations sur le fait que. En fait, qu'on peut tout remettre en cause. Et c'est et ça s'appelle des sophismes. Voilà. Dans l'esprit critique, ils appellent ça comme ça. C'est si on m'a menti pour ça, et bien ça, on m'a menti aussi. Voilà. Et après, des fois, plus le mensonge est gros, plus il devient crédible. Parce que justement, ce que vous disiez, c'est des fois. Après, n'importe qui, enfin, après, il y a quand même un manque de recherche scientifique parce que, je veux dire, la Terre est plate, je veux dire, qui m'explique en quoi elle est plate et qu'est-ce qui se passe après au bout et où est le bout de la Terre. Non mais voilà, chez les Romains, c'est ça. Chez les Vikings aussi. Chez les Vikings, ça n'a jamais parlé de platitude de la Terre. Oui, mais c'était la fin. Non, parce que c'était. Voilà. Mais voilà, on lance sur les Vikings. C'est une mythologie aussi, mais elle a été écrite les Eddas, donc c'est les textes fondateurs, enfin, ils ont été écrits 300 ans presque, ou 200 ans après la christianisation de l'Islande. Les Eddas, c'est tout ce qui parle des légendes de Thor, Odin, les As et tout ça. Et Snorri Sturluson, c'est 1200 et des bananes. Et l'Islande a fini d'être christianisée, a été christianisée vers 999. Et la Norvège et la Suède étaient déjà christianisées parce qu'il y avait des guerres entre les rois païens et les rois chrétiens.
je parle des cendres parce que c'est la plus ancienne, je gère comme celui en ce moment. J'ai pas trop à. Et voilà. Et les cendres, ça a été, je crois, comme c'était que des colons, ça a été, ils ont gardé certains liens avec les pays, enfin, le Danemark, Leur ancienne leur origine. Et après, le christianisme s'est développé tranquillement et il y avait un mélange entre les mi-païens, il y avait des gars, c'est fait dans les Védas. T'en as qui, un coup, il demandait de l'aide à Jésus, de l'autre, il demandait de l'aide à Thor. Et tout ça. Enfin, il y a eu un mélange aussi, ça n'a pas été un choc. Ouais, Mais de toute façon, et donc, tout ça pour en dire fait, que. le christianisme a démarré en mélangeant un peu avec Voilà. Mais là, croyances sauf que européennes. c'était. En Irlande, c'est le christianisme qui a essayé d'absorber. La naissance de Jésus à Noël, c'est quand même à la base une fête païenne. Mais pour revenir. C'est le solstice d'hiver le 21 décembre. Donc en fait, on a tous à chaque fois essayé de raccrocher pour que justement ils y croient. Ouais, et donc, ce que je disais, donc du coup, c'est que les mythes, ils ont été aussi, c'est presque devenu des contes aussi, parce qu'ils ont été embellis, ils ont été arrangés, et comme les païens, ceux qui croyaient aux dieux vikings, ils n'avaient pas de temple, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de temple, et tout ça, c'est chacun priait dans son jardin, au bord d'un arbre, et tout ça, en voyant des signes ou pas, parce que là, et il n'y avait pas d'endroit. Donc, quand tous les textes ont été de manière orale, quand ils ont été agglomérés avec les deux édas principales, et ben, tout était un peu enjolivé et un peu en conte. Pour rassurer les gens, oui, on avait simplement Et c'est pour ça que là, au niveau gouvernemental, ils s'aperçoivent que les gens ne sont plus tenus par la religion, parce que il y avait quand même un cadre avec la religion qui faisait que les gens, là il n'y a plus de repères, donc les gens se mettent dans le New Age et tout. Et alors là, ça explose et ils s'aperçoivent que là, et puis c'est difficile à gérer, hein, ça part dans tous les sens. Mais bon, il y a quand même des suicides à cause de ça, il y a des gens qui meurent, enfin quand on voit avec la naturopathie ce qui se passe. Oui, c'est qu'ils s'alimentent plus, tout ça. Ouais. Et puis là, il y a un docteur là qui faisait du chamanisme, et au mois de juin, il est mort. Champignons hallucinogènes, paf, crise cardiaque apparemment. Donc c'est là où on peut pas dire que c'est pas anodin. Ah non, voilà. Je n'ai pas dit que c'était anodin. Mais ouais, le New Age, en fait, je connais pas bien, et puis ça a l'air d'être vraiment un mélange, une prise de. C'est tentaculaire, c'est partout. C'est partout. Mais les mythes sont pas si poussés que ça, enfin au niveau de la médecine et tout, c'est pas non plus. Dans les mythes fondateurs, on n'a pas de grands textes qui nous disent de ne pas se soigner, justement, en fait. C'est quand même très prudent, un mythe. C'est quand même une ligne de vie, donc c'est quand même très prudent. Le but du jeu, c'est de nous garder en vie, d'avoir des enfants obéissants et de ne pas parler aux inconnus. Et non, mais c'est ça, en fait. Enfin, les mythes, ils disent pratiquement tous la même chose. Comme les contes. Mais de toute façon, les contes. Tout est lié, en fait. C'est les textes qui ont. Après, il y a les religions polythéistes et les trois les religions mythologies, c'est des religions polythéistes. C'est pas pareil, les mythologies, mais qu'est-ce qui prouve que dans 5000 ans, le christianisme, on n'en parlera pas comme une mythologie. Puis les légendes urbaines, c'est pareil, c'est des contes aussi. Mais la différence, c'est que les trois religions révélées donnent plus de cadre que les religions polythéistes qui laissent plus de libre arbitre ou alors, je reviens aux Vikings, qui disent que tout est écrit, tes choix sont tes choix, mais quoi que tu fasses, c'est prévu. Ça arrivera quand même là où on a décidé. Voilà. Non, ça a été décidé, mais par les normes. Oui. Les tisseuses. Et c'est la même chose dans les. Les dieux, c'est pas les dieux qui vont te. Les dieux subissent aussi. Alors, chez les Vikings, contrairement aux religions monothéistes ou chez les Romains, ça, les dieux, c'est presque c'est comme des surhommes, entre guillemets. Enfin, c'est des hommes qui sont dieux, mais ils ont leur vie, ils peuvent mourir. Le jour du Ragnarok, ils mourront aussi, certains resteront. Enfin, le Ragnarok, c'est pas le Ragnarok. Oh, c'est presque. Non. Mais bon, on en reparlera. Comment ? On en reprendra un nouveau livre. D'accord. Oui. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était très intéressant. Moi, je suis
suis athée et très cartésienne. Donc, quand on parle de tout ça, c'est très compliqué pour moi, parce que je trouve ça tellement aberrant. Il en faut aussi. Oui, oui, mais... Je suis marié. Mais je suis très tolérante, je veux dire, au niveau des religions, attention. Je comprends que les gens puissent aller dans une religion, mais je trouve que des fois, ça prend tellement d'ampleur. Voilà, c'est Et ce qu'on le monde n'avance pas quelque part. c'est ce qu'on en fait de la religion en croyance. Parce qu'en fait, on peut même. C'est là où. Comment dire ça sans, la science fait reculer les religions. Mais pour la création de la vie, si on remonte et tout ça, la création de la Terre, l'apparition de la vie sur Terre, alors, bactéries, tout ça, de plus en plus, c'est prouvé scientifiquement. Mais à un moment, on remonte, mais au Big Bang. Imaginons, on remonte. Qu'est-ce qui a déclenché le Big Bang? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ça, pour l'instant, scientifiquement, personne n'est capable de l'expliquer. Personne n'est capable de dire qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Donc, c'est là où on peut dire qu'il y a une force, pas un dieu ou pas des dieux, une force qui a déclenché le Big Bang. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Même les scientifiques disent que tant qu'on n'aura pas remonté vraiment, et ça, on ne le fera peut-être jamais, l'humanité ce sera détruite, auto-détruite avant, et tant qu'on ne sera pas, il y a la possibilité de dire qu'il y a une force. Après, l'athéisme, après, comment on espèce Comme vous voulez. Après, l'athéisme, moi je peux le comprendre facilement, sans problème. Ah oui, non. Mais après, je veux dire, si on veut crois- vraiment avoir une réflexion. Je n'ai pas de monnaie. Ma croyance, c'est T'as pas de la monnaie? nature. J'ai pas de monnaie, c'est Je 18. crois dans la nature, je crois dans ça. Mais qu'est-ce que Après, je trouve malheureux que la croyance, quelque part, mène le monde. là-dessus, on est tout Ça se croise, hein. Vous pouvez choisir, c'est un marque-page. C'est moi qui l'ai On fait. a Ça se va avec, non? C'est vendu aussi. Hein. J'ai acheté. Je l'offre. Je l'offre. Merci. On va se voir aller. Je prends un marque pas un blanc. Vous avez de la monnaie. Non, mais ça va être bon, celui-là. Mais non, mais c'est offert avec. Ça va faire avec. Ouais. C'est grave. Ah, bah si, j'ai le complet. Si, j'ai ce qu'il faut. Vous avez vu? Oui. Je n'avais pas vu que j'avais 5 €. Oh, mais Vous n'êtes pas bonne commerçante, Ouais, mais alors, je dis, si vous c'est n'avez pas pas mis une là. caisse. Maintenant qu'on a fini, je vous fais un c'était peu. très C'est votre Merci. contenu. Moi, athée, c'est quand on. Athée, c'est quand on ne croit pas en. C'est pas agnostique, quoi que ce soit. Parce que athée, agnostique. On pense, Sens supérieur. on croit qu'il y a quelque chose, c'est ce que Quand il y je a quelque disais. chose, mais on ne sait pas le Par dire. on sait pas quoi. On décrire. Agnostique, on ne sait pas On ce sait qu'il y pas a. quoi. Il y a On sait quelque pas. chose, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, on sait qu'il y a une force, enfin on pense qu'il y a une force, Ouais. mais on ne sait peut pas pas l'identifier trop. et on la retrouve dans, enfin, on se retrouve dans aucun texte. C'est pas Dieu créé le monde en 7 jours et machin, ni Je vous remercie. ni Je vais vous faire une Bouddha, dédicace. agnostique. Oui, bien Vraiment, Si vous voulez. on pense qu'il y a quelque chose. Bah, tous les deux. Athée, non mais athée, c'est vraiment, on se dit, Merci. on est là, ou alors on se pose pas la question. C'est pas une critique, quand je dis ça, c'est pas une critique de l'athéisme. Hein. Mais Moi, je suis athée, athée. Hein. mais je veux dire. voilà. Il est C'est mal pas une élevé, critique, mais ça va. Ça va bien. moi, je serais plutôt agnostique, je me dis, qu'est-ce qu'il y a, Voilà. qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Moi, je Après, veux sans préciser adhérer à une quelque religion. chose. Je suis athée, comme je dis, je crois à la nature, et je suis athée, mais j'ai quand même fait, j'étais baptisée, j'ai fait ma communion, j'ai fait ma communion solennelle. Alors que moi, je suis une vraie Et quand j'ai, Je suis pas baptisée, je suis non pas mais communiée. c'est ma mère. Oui, là, voilà. Oui. c'est Et bon, quand ça. j'ai fait ma Ah oui, communion pas le choix, solennelle, hein, j'ai c'est dit ça, ouais. c'est fini, terminé. Enfin, Oui, on ne nous laisse pas choisir. Ah, Hein. ouais, non, mais- J'ai fait ma propre opinion Ouais. Mais parce par qu'après, tout ce cheminement. justement, la religion Le révélée deuxième cours, montre, je sais pas, des incohérences entre guillemets, ou Oui, non, mais- des trucs, et personne n'est là, il n'y a pas de Oui, pour pouvoir Ouais, après, genre, des études de l'anthropologie, Il y a pas de des religions. quand on voit le rôle de l'Église chrétienne dans le Haut Moyen-Âge, enfin bas Moyen-Âge et le Haut Moyen-Âge, où il y a les évangiles qui ont été considérés comme apocryphes, comme pas bonnes, qu'il y a eu avant les prêtres avaient le droit de se marier, le rôle de la femme, alors je dis Ouais, pas. ouais, ouais. Et donc il y a aussi l'Église qui est devenue, au lieu d'être intemporelle, elle a voulu être temporelle et profiter du truc. Et donc ça, c'est clair que ça crée même qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ça crée pas des tensions, mais des doutes raisonnables qui peuvent permettre de douter. C'est encore Et pire. c'est là où on en vient au platisme, parce que quand on dit Dieu a dit les prêtres ne doivent pas se marier, c'est marqué nulle part. Enfin, c'est marqué nulle part. C'est après des papes ou des hommes d'église qui disent
que les Peut-être premiers, que, ils peut-être avaient le droit de que. se Non, marier. Les Pierre, premiers, oui. Pierre, l'apôtre Pierre, qui est le premier pape, il était marié. Oui. Même on se demande si Jésus s'est Jésus, marié il y alors. avait Hein, que- Et Jésus avait des frères et des sœurs, apparemment. oui. Marie, elle a recommencé. Donc, Marie, elle a vraiment fait la chose avec Joseph. Si tu aurais des frères et sœurs. mais voilà, mais tout ça, c'est dans des évangiles apocryphes. Et donc là, on nous a donné qu'une seule part de vérité. Donc du coup, c'est là où après, je vous dis, On peut voir maintenant ce qui est écrit, on peut Ouais. l'interpréter autrement que des Moi, personnes. ce qui me révolte dans la religion, c'est qu'on muselle les femmes. Ah oui. Les femmes Ah n'ont bah, aucun droit. C'est normal, la Que ce soit la le première. judaïsme, l'islam et même la religion chrétienne. Ah bah oui. les Alors, trois religions. Les trois religions Les révélées. trois religions monothéistes et révélées, ce sont les trois pour les femmes. Chez les vikings, la femme a autant le droit que l'homme. Tu as des femmes guerrières, enfin, je vous dis tout ça, mais tu as des femmes guerrières, elles ont le droit à la propriété, quand l'homme est parti, c'est elle qui. Voilà. Et même quand il n'y a plus assez d'hommes, enfin, quand il n'y a plus assez de femmes ou plus assez d'hommes, bah, elles ont le droit à avoir deux. Enfin, je pense que c'est pareil que ce qu'on avait dit juste avant, c'est une lecture de la religion, parce qu'à aucun moment, à la base, c'est écrit que, oui, après sur la Bible, au départ, les femmes, elles faisaient le travail dans le champ, elles défendaient leur grotte comme les gonaches. Et c'est prouvé, des études qu'on a lues dans l'Historia. Qu'il n'y a pas très longtemps, les femmes préhistoriques. Que les femmes préhistoriques allaient autant à la chasse C'est que ça, les elles hommes. avaient beaucoup plus de droits que ce qu'on pensait. Et c'est le Moyen-Âge qui nous a fait du mal. C'est la vision. Jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, encore une fois. Les études, tout ça. Oui, Il y aura pas de on courant a encore un peu de par question. retard. Il y en a qui disent que le Moyen-Âge, c'était une abondance, comment dire, une flamboyance de pas mal de choses. Hein. Oui, en art et tout ça. Ah, mais c'était pas- parce que Le Moyen-Âge, il y a quand même beaucoup de familles et tout ça. Hein. Beaucoup de guerres et beaucoup de familles. Oui, mais le Moyen-Âge, c'est ce qu'ils disent. Il y a le haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge. Ah, Il y a 1000 ans de Moyen-Âge. Ouais. C'est long. Et où Ils font Dans un quelle distinguo, région mais c'est vrai que c'est à cette époque-là que nous, les femmes, on a plus perdu en fait. En fait, plus le Moyen-Âge a avancé, plus les femmes ont perdu. C'est ça. Et on est devenu. On l'a récupéré, mais on est en train de reperdre. Oui, on est en train de ouais, reperdre, mais- et puis même ce qu'on récupère, on récupère très lentement. On aura le même salaire que les hommes en 2089. Ouais, c'est ça, 86. 86. Qu'est-ce C'est qu'on pas mal, mange je ce soir serais beaucoup là. Et justement, dans le Ouais, New Age, alors, il y a beaucoup de femmes. Parce que justement, alors là, c'est très le féminin sacré, ils s'emparent de l'écologie, ouais, c'est pour ça que là, les femmes qui ont été muselées, tout ça, là, elles adorent, parce que là, le New Age, c'est vraiment, il faut casser le patriarcat. Le féminisme à l'outrance dessert Eh oui, toutes les femmes. tout à fait, oui. Ah Moi, ouais, je dis pas ça parce que je suis un homme. Moi, je mais dis c'est ça, vrai. moi, je Et dis quand je qu'on vois n'est là, pas égaux, on est sur le même plan. Il y a des choses qu'un homme peut faire, qu'une femme ne peut pas faire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égaux en droit. Ouais, voilà. On n'est pas identiques. Ouais. Entre hommes et femmes, L'égalité on n'est pas identiques. possible, l'équité. Par contre, il faut que ce soit équitable. Voilà, c'est l'équité. Puis, Il faut tendre vers l'équité totale et absolue. Ouais. C'est scandaleux que dans la même entreprise, les femmes touchent moins qu'un homme. C'est scandaleux. Et là, justement, c'est là où l'État peut intervenir et dire non, mais là, non. Elle est cadre, elle touche. Même l'État le fait. Parce qu'en fait, il y a une différence de traitement entre un homme qui a eu une carrière complète et Ouais. une femme qui se serait arrêtée pour élever ses fils, gosses. par exemple. Ouais. À qui manque 52 Il manque des trimestres. des trimestres qui ont été Voilà. quand même mis à disposition de la Même société. l'État, au niveau des Même fonctionnaires, l'État, c'est pas- Oui, on ne peut pas porter les enfants. Enfin, je peux des fois, il y en a. Ah oui, parce que J'ai de la place, mais c'est vrai que ça devrait être largement compensé tout ça. Et les pays, on voit bien que les pays, je crois qu'on dit à fond patriarcal, vous savez, comme l'Allemagne, ils n'ont plus du tout un taux de natalité qui est Ah oui. ras des pâquerettes parce que les femmes, elles veulent plus avoir d'enfants. C'est pour désinguer leur carrière, mais de toute partir façon, à la retraite plus tard. pas obligé de En faire plus, la il n'y a ferme. pas de crèche, il n'y a pas de Il n'y a pas de machin. moyen de garde. Les gardes, c'est hors de prix. Oui, même dans notre société, même s'il y a des crèches de moyen de garde, Comment t'es ça- non, mais souvent, la t'es France souvent commence à mal baisser. vu. Oui. Et si t'es un homme qui garde son enfant, t'es souvent mal vu. Oh, bah, encore pire. Je connais, ouais. Je connais un homme qu'on lui a dit ça te gêne pas si ta femme elle fait bouillir la marmite parce qu'il a élevé sa fille. Ouais. C'est complètement stupide. Donc, voilà. Mais après, là, c'est des problèmes qui, je pense, qui dépassent les mythes et tout ça. Mais c'est vrai Bah, en que- fait, non, pas tant que ça. Bah, en fait. après, il
y a une remise. Ce que je disais, hein, c'est la femme qui a croqué la pomme. Donc tout est Bah voilà, tout est elle parti de rencontrera là. dans la C'est douleur. une bêtise Voilà. que j'ai dit. Hein. C'est Non, pas non, mais- rigolé, hein. Oui, non, mais justement, C'est ça pour, qui m'énerve. ouais. Ça m'énerve. Mais non, mais C'est un mythe qui a été inventé encore. C'est un mythe. Ah ouais. C'est l'invention d'un mythe Et les écrits, on pour en une fait dire raison ce qu'ils veulent. quelconque. Hein. Ouais. Même le serpent, c'était Mais à l'époque, Le serpent, il était scribes, sexe masculin, les scribes, féminin. ils notaient ce qu'ils voulaient. là. Non, mais moi je vais aller plus loin. Je vais remonter plus loin à l'info. Le serpent, il est masculin. Donc, c'est un masculin qui a dit à une femme de croquer la pomme. Ouais, non, mais ils ont permis de diviser par deux le fait d'être sûr de vérité. Enfin, voilà quoi. Ah oui, non, mais après, il y a C'était des malins, hein. Ils ont les hommes de pouvoir, ont voulu garder le pouvoir. Comment on garde le pouvoir? En éloignant déjà les sœurs, les femmes, les filles. C'est déjà une partie de la population qui est éloignée, ça fait plus de part pour nous. Hein. C'est qu'un compte. Je pense qu'on aurait eu une vraie société patriarcale, même si les féministes disent le contraire, je pense que ça aurait été la même. Oui. Mais bon, Mais ça, c'est mon oui. point de vue. Je pense que ça aurait été la même chose si à un moment on avait eu le pouvoir et qu'on avait dit c'est bon, on le garde. Bah, Je pense qu'on aurait fait super la même chose. les femmes qui sont qui ont du pouvoir. Généralement, c'est pas des sympas. Hein. Regarde, Thatcher, c'est pas rigolo, hein. Merkel. Borne, elle est appelée méchanta par ses Ouais. équipes. Voilà, c'est tout. C'est- Il paraît que c'est. Thatcher. Thatcher, ça veut pas dire c'est une rigolote C'est pas- rigolote. Et, Même Merkel. et pareil, Et même Merkel. j'avais lu un exactement. truc dans les camps de concentration, les bourreaux féminins étaient quasiment Pire que les hommes. pire que les hommes. Au niveau de elles torturaient les femmes, alors, elles connaissent mieux les femmes que les hommes, enfin, physiologiquement, et elles faisaient des trucs, enfin, je ne vais pas vous raconter, il y a des enfants, mais des trucs, j'ai lu un truc là-dessus, c'était horrible, et les femmes étaient pires, les geôlières et tout ça, c'était. Oh bah. Ça fait pas de Enfin, pire. Après, on peut pas savoir lequel a été Oui, oui, le oui. pire, mais Le dans curseur. l'horreur, voilà, le curseur est là. le curseur de la Mais la enfin, tolérabilité de toute façon. était largement dépassée par certaines femmes aussi. Il y en avait moins. Mettez une équipe entièrement féminine et une équipe entièrement masculine, il y a quand même plus, enfin on va pas se mentir, il y a plus de soucis dans une équipe entièrement féminine que dans une équipe entièrement masculine. Tu vois, si on faisait deux équipes Ça, je sais unisexes, ça je sais pas, toi tu... Je sais pas. Ah. Moi je travaille surtout avec des femmes, hein, dans l'enseignement c'est surtout des femmes, il y a plus de soucis de chamaillerie, de débilerie, c'est moche. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. On est peut-être plus simple. Bah, les hommes peut-être qui passent plus vite au coup de poing, ils règlent vite le truc et on en parle. Alors, Peut-être. c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je veux dire, C'est- les hommes, oui, on dit, mais pas, alors, ça fait mal de choses ce que je veux dire, mais les hommes, oui, on est indifférents, on risque plus facilement d'en venir aux mains et tout ça, mais après, une fois que le problème est réglé, C'est il est réglé. Ouais. Comme les femmes vont moins Ouais. se crêper le chignon, bah, c'est des petites rancœurs qui restent. Alors c'est peut-être macho ce que je dis, mais c'est un ressenti. C'est Ouais. C'est un ressenti. Hein. C'est Si tous les machos étaient comme moi, enfin, sans vouloir mocher les fleurs, si tous les machos étaient comme moi, je pense qu'il y aurait moins de problèmes d'inégalité en France. On va demander à ta femme. Laquelle On va en faire, je me permets. Vous finissez ou pas? Ah oui, je. On va prendre une photo. Sans la tasse. Ah ouais, ça fait moche. Bon. Ah non, j'ai envoyé. Après, si je fais un article pour l'ANR. Qu'est-ce que tu veux noter sur le bouquin? un bel échange. Mais non, mais c'est moi qui écris. Hein. Ah bon, pardon. Non, mais c'était vos prénoms, moi j'ai dit. C'est mon travail. Comment? C'était leur prénom, vous vouliez. Voilà. Alain Sidi. D'accord. J'ai mis là. Ah ouais. Merci. Après, je vais rentrer. Il y a ton pote à la maison. Il dort. Il dort. Moi, il était pas. Il était pas au taquet tout à l'heure. Je pense qu'il va peut-être faire une petite sieste. Le quoi? Son pote à la maison qui dort. Mon pote. Très sympa. Voilà. Quelqu'un. On est sérieux, hein? Vous savez? Tiens, Jade, décale-toi un petit peu. Voilà. Ça va être une photo très Madame spontanée. le Je le sens. chevalier. Monsieur le chevalier. Un petit peu. Alors, c'est pas une question de spontanéité, mais c'est une question qu'il faut. La manipulation d'image, hein, C'est ça? c'est un mythe aussi.
Le New Age de l'image. J'aurais dû ramener le LFP là. Il faut mettre des papillons partout alors. Hein. Dans le New Age. Vous aimez bien les petits papillons, les petites étoiles, les petits trucs qui brillent et les petits trucs kitsch. Ouais. Oui, quand c'est kitsch maintenant, oui. Ouais. Bah. Mais après, pour en venir au terme New Age, je pense aussi que les humains, ils ont besoin de catégorisation. Ah oui, Ouais, bah un oui. truc. Parce qu'en fait, New Age, comme ça m'a dit, ça pourrait être un truc où chacun fait sans forcément une corrélation. Et rien que le fait de vouloir se raccrocher à un nom ou à un style ou un machin, ça montre déjà une perte de liberté. C'est comme en musique, chaque groupe veut avoir son genre particulier. Donc, moi, j'écoute beaucoup de métal. Et alors, il y a du black metal, il y a du heavy metal, il y a du death metal, il y a du death heavy, il y a du. Voilà. Et il faut que tout le monde, chaque groupe veut rentrer dans une case. Regarde, je fais de la musique métal, il faut que ce soit vraiment catégorisé, tout ça. Vous pouvez prendre une petite carte avec. Très bien. Si vous voulez m'envoyer l'avis sur ma boîte mail ou sur mon Facebook, laisser un commentaire et tout ça, ça me fait plaisir. Oui, c'était un peu comme vous avez dit, vous avez pris des cours de grammaire en 2006, non? Oui, bah, toute seule dans le livre. C'est-à-dire qu'avant, vous ne saviez pas. Ah bah si, à l'école, mais si, je savais écrire. Mais vous avez. Mais j'étais nulle. Non, j'étais pas bonne à l'école. J'étais pas très douée. Hein. En français et tout ça. Et comme j'aimais écrire et tout, puis que je voyais que j'avais quand même des lacunes. J'étais pas. Bon, je me débrouillais, hein, mais j'avais pas 0 non plus sur 20, mais je sais pas, j'étais pas. Voilà. Je trouvais ça très compliqué. Donc, du coup, avec les ateliers d'écriture. C'est compliqué d'écrire. Ouais, quand on veut écrire un roman. Hein. Il y a écrire pour soi, c'est pas mais évident, après, il hein. faut être compris. Les ateliers d'écriture, des fois, ça permet aussi de. Moi, de bien écrire des cartes postales, des trucs comme ça, des trucs de Noël, Ouais. en général, je me débrouille bien, tout le monde apprécie, mais écrire un bouquin. Bah oui. C'est autre chose, hein. C'est plus facile de faire de la réécriture que d'écriture pure. C'est quoi la règle? La réécriture, c'est on prend un texte qui existe déjà, et après on le réadapte, aussi, on peut le réadapter, le retravailler, mais après, du coup, c'est du vol, ça, non? Non, si c'est. Par exemple, les contes, ils sont souvent réécrits. Voilà, les contes, il n'y a pas un conte. Ils sont souvent réécrits, et même de façon moderne. Après, du moment, si on ne dit pas qu'on est l'auteur original, il n'y a ni plagiat, ni. Souvent, vous avez d'après une œuvre. Il faut le faire savoir. Je suis en train de lire ce que disait hier, je suis en train de lire un livre jeunesse de Mortibo, qui est un auteur jeunesse très célèbre, et il a réécrit Gulliver. Et du coup, il écrit que c'est une réécriture de Gulliver. Voilà. Voilà, il le rend à César. Voilà, si on prend une idée qui était originale, qui existe, oui, il faut dire que c'est une réécriture, une adaptation et tout ça. C'est ça, oui. C'est un peu comme une chanson, un tube que quelqu'un d'autre a joué. Ouais. Non, après, si vous. Là, ça s'appelle une reprise ou un cover. Vous ne changez rien du tout. Enfin, donc là, vous payez entre les droits, une réécriture, vous changez la rien. rythmique est différente, la voix est différente. Oui. Je suis parti là, il y avait John Bess qui chantait Bob Dylan, par exemple. Quand on connaît la voix éraillée de Bob Dylan des années 60 et puis John Bess quelques temps après. C'était son fameux tube là, je veux dire, c'était vachement différent quoi. Elle a mis la tonalité, il n'y avait pas la même rythmique, il n'y avait pas la même sonorité. C'est une réécriture en fait, c'est ça. Donc c'est un peu comme un livre qu'on réécrit. Une adaptation ou un cover, comme François disait, en fait c'est vraiment on prend les mêmes et on colle quoi, à l'original. Alors que ça, il y a beaucoup de réécritures de musique et qui sont intéressantes. Et c'est un peu le même principe dans les romans. De réécrire la musique sans réécrire les paroles. Par exemple, Dalida, Morgan Sorsen, qui a été refait par un groupe de heavy metal. Oui. Les paroles sont les mêmes. Par contre, la rythmique et l'orchestration est carrément différente. La rythmique heavy metal, oui. Mais pour revenir à vous, ça m'a fait penser un peu à la musique. Vous saviez jouer de la musique, mais vous ne connaissez pas le solfège ou l'inverse.
Oui, oui, c'est Comme une ça, bonne vous avez pris analogie. des cours pour amener C'est une bonne analogie. Non, j'ai pas pris de cours. En fait, j'ai acheté comme j'étais sur des ateliers d'écriture et que je voyais que la conjugaison, la grammaire, les accords avec les objets C'est directs, tout ça qu'il indirects. fallait peaufiner. D'accord. Bah oui, donc j'ai acheté le livre là, Le français correct pour les nuls, Ah, carrément. et puis je l'ai appris. Et puis le Becherel. C'est bien. Le Becherel, il y a une partie orthographe, conjugaison, enfin il y a les trois là en un, j'ai appris. J'ai appris par cœur les règles, les machins, et puis Non, hop. mais c'est quand on ne le sait pas dès le départ. Hein. Ma mère, elle a Ouais. 91 ans, elle fait très très peu de fautes. Elle n'a que le certificat d'études. Ouais. Dans le Pas-de-Calais, elle n'a que le certificat d'études. Elle fait très très peu de fautes. Et puis des trucs compliqués. Hein. C'est parce qu'elle a appris les bases. Oui, oui, il y avait beaucoup plus de c'était Non, mais beaucoup bon, plus c'est vrai que strict avant pour le français, c'est quand même une langue compliquée. Le lycée aussi, elle a entretenu. C'était une Ouais. ouvrière, mais elle a entretenu en Mais à lycée. l'époque, Ouais. si on commençait avec le certificat d'études, c'était la fin pour 80%, 90% de la population, on n'entamait pas d'autres matières. Non, là, on sait maintenant, ils vont pouvoir poursuivre ça au collège et voir un peu plus. Parce que Sauf dès le qu'ils primaire, Sauf que, ouais. dès le Ouais, primaire, on sauf leur qu'ils fait faire poursuivent de pas l'anglais. Maintenant, dès le primaire, on leur fait faire de l'anglais, machin et tout. On travaille plus assez la langue Je française. te montre le paquet de gamins sur les 126 qui ne savent pas accorder un verbe et un sujet, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un verbe conjugué. Hein, ça fait peur. C'est moitié-moitié. Hein. Et là, on se dit moitié-moitié, oh, ça va. C'est que les enseignants de français sont pas bons. Bah, en primaire, alors que nous, on avait peur en sixième. Non, mais c'est tout ça. C'est tout le monde, c'est pas que les. Mais vous êtes prof au collège? Ouais. 6e? Bah oui. Tout le collège? Oui, tout collège. Alors, 6e, 5e, 4e, 3. 3e. Ok. Je suis la prof documentaliste du collège. Mm. Donc, c'est-à-dire que je tiens le CDI, c'est moi la dame du CDI. D'accord. Et voilà. Les profs de français aussi. Je suis prof de français alors. D'accord. Pendant longtemps, j'étais prof. Non, mais comme quoi, on peut ne pas forcément être super doué. Je sais pas, moi, j'avais une moyenne de 12, quoi, au collège et tout ça. Et ça n'empêche pas de faire des études et puis d'écrire un livre, et voilà. Après, il y a des choses en français qui sont pas simples. Hein. Mais il y a des Non. grands écrivains qui sont publiés, heureusement qu'ils ont des correcteurs. Ouais, ben C'est ça. des nègres. Exactement. Pas de nègres, non, Il y en a qui ont des nègres, il y en a qui ont des- Oui, mais il y en a qui ont des problèmes de grammaire et d'orthographe et qui se font corriger. Heureusement que les correcteurs existent. Et même n'importe qui peut faire des fautes. Et dans les traducteurs, oui, voilà. Dans les traducteurs, des fois, les livres traduits de l'anglais, des fois, il y a des livres, ils ont besoin d'être retraduits. Hein, parce que, et là, c'est pas du plagiat, c'est. J'ai reçu une autrice il y a 3-4 ans qui a réécrit les contes de Grimm, certains contes de Grimm. Elle est repartie des textes en allemand ancien pour les retraduire en allemand moderne, pour les retraduire en français. Parce qu'en fait, mais à chaque fois que par rapport au texte originaux, un texte original, l'allemand a évolué comme le français, et donc du coup, ils ont été écrits en allemand, peut-être en allemand simplifié ou compliqué, ceci, et donc le texte en allemand déjà du début du XXe siècle n'était plus le même que le texte de Grimm. Oui, mais ça Et donc, évolue, du alors. coup, la traduction, celui qui est mal traduit par un français, à chaque fois, chaque traduction, On perd un peu du texte change, on original. peut perdre un peu. Mais c'est une réécriture en fait. Une traduction, c'est une vraie réécriture. Il y a encore des traducteurs humains de livres. Ça existe encore comme Et heureusement, parce que. heureusement. Ce serait bien qu'ils traduisent les trucs de. Les montages de meubles et les aspirateurs, c'est-à-dire que ce soit des humains qui traduisent ça. Parce que réécrire ou à réinterpréter, des fois c'est dangereux. Quoi. On vient te voir, et toi Manon, ça va être bouffon. Vous voyez, ça va être à la mode, mais c'est pas ça. Après, il y a réécrire sans dénaturer l'œuvre. Sans la dénaturer, ou alors. Oui, Ou alors. C'est On l'a dénaturé. Et puis, On l'a peut avoir des grands complètement, noms qui voilà. traduisent, en il disant, faut lire et l'idée traduire. originale. Qui ça? La chose Edgar Allan Poe, il Jeanne, est traduit par Baudelaire en France. Ah ouais. Là, je lui fais Ça sortir va. un texte. C'était pas n'importe qui non plus. Le conte des légendes Même s'il était pas irlandais. à l'époque. Et après, je lui montrais comment on fait de la réécriture pour l'adapter en contes et légendes régionales. Régional. Parce que c'est ce conte irlandais, j'avais déjà entendu ou lu en plus petite version, je
justement en conte normand. Et mais je suis sûr que ça doit exister en conte berrichon, que tous les contes ont des fois une variance et tout ça. Et donc après, on va le réécrire et je le lirai à la prochaine C'est année. tiré dans mon cartable tout le temps. Mais oui, Quand les gens d'Auvergne, c'est encore le cas. Il y a encore beaucoup d'Alsace, d'élèves quand qui les lisent gens les contes et les gens. quand les gens de- Mais c'est vachement Oh, bien. j'ai fait toute Moi aussi, je les ai l'Europe tous avec lus, ça. je prenais ça aussi. Dans Ça a alimenté aussi pas mal la psychanalyse, les contes. Il y en a un qui s'appelait Bettelheim qui avait repris les contes. Et ben voilà, dans ce genre de truc, on peut dire aussi n'importe quoi. Oui, et il y en a le qui- complexe de Oedipe C'est et ça. machin. Il y en a qui ont le chic pour voir du sexe partout, par exemple. Voilà, ouais. Bah ouais, Mais bon, c'est pour ça que... bon. les contes, Surtout Freud, c'est vrai. surtout Freud. Hein. Encore lui. Ouais. Rien, ça ne t'intéresse pas ton âge. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure là, par rapport au Big Bang, la création, j'ai écouté Étienne Klein qui lui, il dit que de toute façon ça n'a même pas de sens de connaître l'origine de l'univers. Après ça doit venir de l'étymologie du mot origine, comme quoi on peut nous s'interroger sur notre propre origine, mais l'origine de l'univers ça n'a pas de sens et je ne sais plus pourquoi il explique, mais il est super passionnant à écouter ce monsieur, c'est un philosophe des sciences. Mais juste par curiosité, justement, de savoir qu'est-ce qu'il y a avant, parce que Ah, mais ça on peut pas savoir. Donc pourquoi il faudrait inventer quelque chose? c'est pas inventé. La personne a inventé quoi que ce soit. Bah, C'est si. des faits. Le Big Bang, ils ont Inventer, c'est tromper. Bah, ouais. Ah, non, mais là, je parle plus des religions, je parle. Oui, mais voilà, mais l'homme a inventé quelque chose pour expliquer l'arrivée de la vie sur Terre. Ouais. Oui, mais... Le créationnisme. Ah non, le créationnisme, c'est encore autre chose. C'est compliqué tout ça. C'est vraiment. Là, ils sont. Enfin, vous avez mon point de vue, là, ils sont vraiment barrés. Quoi.